Bonsoir à tous et bienvenue dans Entre deux News. À suivre dans un instant la remise en liberté provisoire de l'ex-ministre Joël Nguessan, poursuivi pour avoir porté atteinte au crédit de la justice ivoirienne. Et puis de l'autre côté, la clarification de la commission électorale indépendante CEI sur la remise de kits de parrainage à des personnalités non inscrites sur la liste électorale, provoquant une vive polémique. Que comprendre de la libération de Joël Nguessan et puis du communiqué de la CEI? Réponse à suivre dans un instant avec nos consultants du soir. Pour en parler, 4 consultants. Eric Bayala, journaliste, analyste, Marcelin Niawa, analyste politique, Valentin Zawi, sociologue, et puis Dr Daouda Ouattara, analyste politique. Bonsoir à vous, chers consultants. Bonsoir. Bonsoir. Alors, place à la première partie de cette émission. Affaire Joël Nguessan. Peut-on encore critiquer une institution? C'est la question qu'on se pose, Dr Daouda Ouattara, sans risquer la prison, ou est-ce que Joël Nguessan avait franchi la ligne rouge? Bien. La question peut être répondue dans les deux sens. On peut critiquer une institution, surtout l'institution judiciaire ivoirienne, sans aller en prison. Mais ça dépend de ce qu'on dit et de la manière dont on le dit. Il faut voir dans le discours de Joël Nguessan une part de vérité, mais seulement que lui étant comme ça, un homme politique très suivi, un homme très connu, voilà, le fait d'avoir dit ça, et puis avec ce ton, avec les mots utilisés, peut-être que c'est ce qui l'a conduit en prison. Sinon que l'interprétation des lois et de certains articles de droit en Côte d'Ivoire pose souvent problème. Voilà, ça pose problème. Pour un même article ou bien pour une même loi, il y a les hommes de droit se tortillent, se donnent tant de mal à interpréter cette loi ou bien cet article. Certains sont à droite, tandis que d'autres sont carrément à gauche pour un même article ou bien pour une même loi. Alors, donc ça pose problème. Et quand c'est comme ça, la population se pose un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui se passe au juste? Pourquoi est-ce que les juristes ivoiriens n'arrivent pas à s'accorder sur cette loi ou bien sur cet article? Alors, je vais remonter un peu dans le temps. En 2000, il y a eu l'arrêt Tiakone. L'arrêt Tiakone qui éliminait un bon nombre de candidats aux élections présidentielles, dont le président Alassane Ouattara. Alors, cette loi-là avait été interprétée par presque tous les juristes ivoiriens, que ce soit du côté du pouvoir en place ou bien que ce soit les juristes qui étaient issus des partis d'opposition. Ça a été interprété dans tous les sens. Alors, en 2005, pareil, l'article 35 de la Constitution, pareil. Et tout dernièrement, on a eu l'article 48. L'interprétation de cet article-là, vraiment, c'est parti dans tous les sens. C'est parti dans tous les sens. Il y a certains qui stipulaient que le monsieur était éligible, d'autres non. Bon, en fait, chacun y allait avec qu'on appelle ça, sa compréhension. Alors, donc, du coup, on s'est dit que pourquoi pour un même article, il y a tant d'interprétations, sachant que les hommes de droit en Côte d'Ivoire ont lu à peu près les mêmes livres, ont appris auprès à peu près des mêmes maîtres. Pourquoi est-ce qu'il y a tant d'interprétations différentes? Alors, ça pose problème. Et la population même se demande actuellement, est-ce que vraiment il y a des hommes de droit qui peuvent nous sortir la vérité un jour? Alors, pour descendre, je vais clore mon propos avec une petite anecdote où il y a un doyen qui me disait la dernière fois que lui, il a peur que son enfant aille faire le droit, parce que si demain, son enfant interprète une loi et que cette loi-là est mal comprise par la population, on peut s'en prendre à lui, etc. etc. Bon, puis, alors, quel est le lien entre l'interprétation des textes de droit ou de loi et la situation Joël Nguessan? Qu'est-ce qu'on devrait comprendre de ce que vous dites? Dans son propos, il a accusé directement les magistrats d'être à la base de tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire.
bon, je ne suis pas trop rentré dans les détails. Je ne sais pas trop de quoi est-ce qu'il... je ne sais pas ce qu'on appelle ça, ce qu'il fustige au juste. L'exclusion politique. L'exclusion politique, voilà, l'exclusion politique. Non, je sais qu'il y a l'exclusion politique, mais il dit que les magistrats sont à la base de tout ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. C'est comme si tout ce qui s'est passé, tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire, de 2000, ou bien peut-être avant 2000, même jusqu'en 2025, par exemple, les crises, peut-être. Voilà, que c'est... Dans le contexte, c'était les faits politiques. Voilà, les faits politiques. Non, il parle des faits politiques, effectivement. Oui. Alors, tout ce qui est arrivé politiquement parlant à ce pays-là, du fait des magistrats. Donc, peut-être que c'est ce qui lui a valu... Valentin, vous avez une réaction sur la même situation? M. Joël Nguessan est un ancien ministre de la République. Il a été ministre des Droits de l'Homme. Alors, c'est une situation assez... délicate parce que, est-ce qu'on a le droit de critiquer l'institution de la République? Oui, parce que la Constitution nous en donne l'ordre en tant que citoyens. Après, comme on le sait tous, la liberté d'expression ne va pas sans le respect des lois, des institutions et des personnes qui les incarnent. Donc, on a le droit de critiquer, mais il faut savoir aussi critiquer. Je pense que c'est cela. Et pour ce qu'on a entendu relativement au communiqué que le procureur général, M. Kone Braman Ouma, avait donc publié le 19 juin dernier, on a cru comprendre que dans cette interview en ligne là, de M. Nguessan, il s'était vertement pris aux magistrats, comme disait Dr Ouattara, qui prennent des décisions liées à la justice et s'emploient essentiellement à exclure. Et il allait plus loin pour dire que les magistrats sont à la base de tous les problèmes que nous avons connus, parlant du fait politique. Est-ce qu'un ancien ministre de la République peut parler comme ça? Est-ce qu'un citoyen a le droit de parler comme ça? Parce que les magistrats sont aussi des citoyens comme nous, qui sont commis pour, n'est-ce pas, travailler à ce qu'il y ait une justice en tant qu'institution. Donc, c'est puni par la loi, parce qu'on a le Code pénal, article 179, 190, 273 et 275, dans ce communiqué que le procureur avait donc publié. Donc, voilà, c'est un fait qui est puni par la loi, et c'est certainement pour cela que le 19 déjà, il a été mis aux arrêts avec mandat de dépôt. Le 18. Voilà, le 18, l'interview est publiée. Le 19 déjà, M. Nguessan a arrêté. Ça suppose de la gravité de la situation. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le voit. Aujourd'hui, on apprend que M. Nguessan, le ministre Joël Nguessan, a demandé pardon aux magistrats et qu'il est en liberté provisoire. Bon, comme je dis toujours, je ne maîtrise pas les subtilités du droit et du système judiciaire chez nous, pardon, mais ça pose un autre problème. Cette culture du pardon, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Parce que s'il y a un communiqué pour nous dire que M. Nguessan est aux arrêts, s'il doit sortir de là où il était en liberté provisoire, peut-être que, et c'est les juges qui le disent, hein, au nom des parallélismes des formes, peut-être qu'il aurait fallu que M. le procureur fasse aussi un communiqué pour nous informer de ce qui justifie le fait que M. Nguessan soit aujourd'hui en liberté provisoire. Donc, voilà, on peut se poser des questions. Je pense que oui, on peut revenir sur le sujet. Bien, Marcelin Niawa, Joël Nguessan qui présente des excuses publiques. Après, il est en liberté provisoire. Que vous inspire cette situation? Bon, la situation de M. Joël Nguessan pose la question du respect des institutions, des personnalités et la liberté de la parole. M. Joël Nguessan a-t-il le droit de critiquer des institutions ou bien des personnalités politiques? J'ai dit oui. Mais il faut faire une nuance entre critique, analyse et injure, accusation, diffamation. Dans le cas qui nous occupe, l'institution judiciaire s'est sentie diffamée, accusée gratuitement. Par là, Joël Nguessan, dans ses propos, il n'a pas critiqué, il n'a pas été factuel. Ce n'est pas sur une situation précise qu'il a émis son avis. Il a globalisé, il est allé dans tous les sens. Et il a porté tous les mots que pouvait avoir la société ivoirienne, il les a mis sur l'institution judiciaire. Cette institution judiciaire a trouvé qu'elle s'est sentie, elle était diffamée, elle a été accusée, je dirais même gratuitement. C'est une accusation gratuite selon elle.
Donc, sa conscience a été insultée. Et c'est pourquoi elle a décidé d'interpeller M. Joël Nguessan. Maintenant, Joël Nguessan en prison. On ne peut pas se réjouir que le fait que quelqu'un parte en prison. Nous tous, on a décrié cela. Mais comment Joël Nguessan sort de prison? Comme l'a dit tout à l'heure mon frère Zawi, à la suite d'un pardon. S'il est tant vrai qu'on peut insulter des personnalités politiques dans ce pays et le lendemain demander pardon à sortir de là, moi je souhaite qu'avant Joël Nguessan, il y a des gens qui ont demandé pardon, qui ont insulté, qui ont demandé pardon, jusque-là, qui ne sont pas encore sortis. C'est le cas de Macron Ier, qui s'est pris, qui s'est attaqué à M. Bion, publiquement ici, et après, qui a demandé pardon. Mais la justice a dit que non, ce problème est sorti maintenant du domaine de Bion, c'est la justice qui s'en sert. Jusqu'à présent, il est en prison. Si on peut insulter des institutions, des personnalités politiques et puis aller en prison, je dirais que des personnalités politiques ont été insultées ici par des individus, des citoyens ivoiriens, tels que le président Laurent Gbagbo a été insulté, mais ces gens-là qui les ont insultés n'ont jamais été interpellés. Donc, c'est cette façon de fonctionner. Et je pense que Joël Nguessan, on nous dit qu'il suffit d'aller à Canossa, de s'aplatir devant des institutions pour être libéré après avoir insulté, mais en même temps, ce n'est pas tous les insulteurs qui vont en prison et ce n'est pas tous ceux qui demandent pardon qui sortent de prison. Voilà ce que je veux dire. Alors, Éric Bala, quelle lecture vous faites de ce type d'incarcération temporaire? Bon, d'abord, dans un premier temps, je l'ai toujours dit sur ce plateau, je n'ai pas pour vocation de discuter les décisions de justice. En la matière, pour ce que nous savons en tant que citoyens, le procureur a l'opportunité de poursuite. C'est lui qui juge des faits qu'il doit poursuivre. Et nous, en tant que citoyens, on ne peut pas se substituer à un procureur de la République pour savoir que tel fait devrait être poursuivi, ou un tel ne l'est pas, ou un tel autre devrait l'être. Cela relève exclusivement de la compétence et du rôle que la société a dévolu au procureur de la République. Donc c'est le procureur qui a, qu'on appelle ça, l'opportunité des poursuites. En ce qui concerne le cas du ministre, M. Joël Nguessan, il a accordé une interview en ligne, c'est-à-dire de façon publique. Il a pris l'opinion nationale et internationale à témoin et il a jeté l'anathème sur l'institution judiciaire de la Côte d'Ivoire. Les magistrats se sont sentis vexés, se sont sentis interpellés, meurtris dans leur propre chair parce que non seulement ils s'en ont pris à un système, mais également à tous ceux qui animent le système, qui sont le garant de notre appareil judiciaire. Et donc, il a été interpellé, il a été mis sur mandat de dépôt. Le procureur qui poursuit on a vu le cas ici dans le cas du CNT, où il y avait des faits très graves. Mais il y a certains qui ont été pris, qui ont été mis sous mandat de dépôt, tels que le Premier ministre Pascal Affi N'Guessan. On a vu comment on appelle ça, M. Maurice Kakou Dikawe qui a été mis en prison. Mais le président Bédié n'a pas été mis en prison, quand bien même que sa responsabilité avait été engagée. Mais le procureur qui a l'initiative et l'opportunité de poursuite avait décidé de ne pas mettre le président Bédié sous mandat de dépôt. Et donc, cela relève exclusivement de la pertinence, de l'appréciation du procureur de la République qui peut poursuivre qui il veut, quand il veut et comme il le veut. Et ça, ce sont les rôles que la société, nous-mêmes, en tant que citoyens, nous leur accordons. Mais la question qu'on se pose, c'est qu'il y a une coïncidence. Joël Nguessan qui finit de faire une note publique d'excuses et après des heures plus tard, on voit Joël Nguessan en liberté provisoire. Oui. Quelle coïncidence? Non, la coïncidence peut être heureuse, mais on n'en a pas à s'offusquer ou bien à s'alarmer outre mesure, dans la mesure où celui qui l'a poursuivi est dans une disposition d'esprit. Et si par enchantement, le ministre, parce que quoi qu'on dise, M. Joël Nguessan, c'est un citoyen comme tout autre, mais n'oublions pas qu'il a été ministre de la République. Et donc, il a une posture un peu plus importante. Donc, un ancien ministre de la République qui vient à la place publique pour demander pardon, ça veut déjà dire que lui-même, déjà, il a accusé, lui-même, il a porté un coup sur sa propre personnalité. Parce que vous venez à la place publique pour condamner, pour accuser gratuitement une institution, et puis après, vous venez vous dédier pour dire « je demande pardon, je m'étais trompé, je n'aurais pas dû le faire, mais je l'ai fait ». Mais la honte, c'est M. Joël Nguessan qui l'épouse. Et donc, face à une telle situation d'un ancien ministre, cela a pu chatouer la clémence donc, de M. le procureur, qui a estimé que, bon, après avoir mené cette action, il méritait qu'on le mette en liberté provisoire. Ce n'est pas une liberté définitive, elle est provisoire, donc à tout moment,
il peut être interpellé, on peut peut-être même le mettre en citation directe si jamais la procédure continue. Mais comme c'est le procureur qui a l'initiative des poursuites, nous autres, on attend, dans une confiance absolue aux institutions de la République ivoirienne, pour voir quelle issue pourrait se donner à ce dossier. Vous voulez réagir là-dessus? Oui, je vais réagir. J'ai été quand même choqué par certains propos de M. Bayala. Quand il dit que, vu le statut de M. Joël Nguessan, parce qu'il a été ministre, donc on doit être un peu plus clément vis-à-vis de lui. Donc moi, j'ai dit... Mais c'est pas ce que j'ai dit. Attendez, non, attendez. Je suis encore vivant. Eric Bayala. C'est pas ce que j'ai dit. Eric Bayala. Mais je ne peux pas vous laisser en train de mentir sur moi. C'est pas ce que j'ai dit. Non, je n'ai pas dit que parce qu'il est ancien ministre, il doit être clément vis-à-vis de lui. C'est pas ce que j'ai dit. C'était l'esprit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce qu'on a S'il vous compris. plaît, Donc, si vous n'avez pas compris, je suis là pour clarifier. Massénia, vous allez répondre à la parole. Qu'est-ce que vous avez dit? Ce que je dis simplement, je n'ai pas dit que Monsieur le ministre Joël Nguessan, du fait d'avoir été ministre de la République, cela voudrait pour lui qu'on ait une attitude de clémence. Je dis bien au contraire, le fait d'avoir été ministre et venir à la place publique pour lui-même se dédier, c'est sur lui-même qu'il met la honte. Oui, ça on l'avait dit. Voilà, c'est sur lui-même qu'il met la honte. Donc le fait que lui-même, il soit venu reconnaître publiquement et mettre la honte sur lui, a peut-être joué en sa faveur et a chatoué la clémence de monsieur le procureur. C'est différent de... C'est parce qu'il est ancien ministre qu'on le met. Vous avez aussi dit que c'est quand même un ancien ministre. Voilà, on avait compris aussi autre chose. Je pense que si M. Joël Nguessan, parce qu'il a été ancien ministre, que ça chatoue la clémence du monsieur le procureur, je dis, dans ce pays, on n'a pas de légalité devant la loi. Qu'on soit ministre, Article 4 de notre Constitution. Qu'on soit ministre ou bien simple citoyen, l'égalité devant la loi. Et je le répète encore, j'ai dit dans ce pays, il y a eu des gens qui ont commis des fautes, qui ont reconnu et qui ont demandé pardon, qui ont même, leur famille ont fait des adresses pour demander pardon. Eux-mêmes, ils ont écrit à celui qu'ils ont diffamé pour demander pardon. Jusqu'à présent, ils sont encore en prison. Donc, je souhaite que M. Joël Nguessan, qui vient de sortir de prison, j'ai dit gloire à Dieu pour lui et je lui dis vraiment bon repos. Mais que ceux qui se sont engouffrés dans cette voie avant M. Joël Nguessan, il faut qu'ils soient libérés pour qu'on soit dans le droit. C'est une jurisprudence qu'on vient de voir aujourd'hui. Désormais, tu commets une faute, tu demandes pardon. Mais avant lui, comme il y a des gens qui ont demandé pardon, qui sont encore, que le procureur se rappelle de ça pour pouvoir les libérer. Avant Joël Nguessan, il y a des pardons qui souffrent encore, qui sont là. C'est ce que je voulais dire. Merci. C'est pas que je voulais réagir avant qu'on passe au deuxième moi, je vais sujet. réagir. Non, pas vous d'abord. Non, mais en fait, ce dont on parle, c'est quand même délicat pour la vie dans la République, en fait. Notre Constitution, celle du 8 novembre 2016, en son article 4, dit que nous naissons libres, nous demeurons égaux en droit. En fait, ce n'est pas juste des mots. À un certain moment aussi, il faut que ces mots-là, on leur donne du sens. Parce que, oui, mon cher frère Eric Bayala dit qu'il n'a pas laissé sous-entendre que, parce que M. Nguessan, ancien ministre, il aurait une forme de clémence. Mais on l'a quand même perçu, mais ce n'est pas grave. Mais malheureusement, c'est ce qu'on constate dans la pratique. Parce que moi, en fait, on n'a rien inventé. C'est les juristes qui parlent du fameux principe des parallélismes des formes. Si le 19 juin, le procureur de la République a cru bon de communiquer pour nous expliquer les raisons pour lesquelles M. Joël Nguessan a été mis aux arrêts, si aujourd'hui il sort du pôle pénal d'Abidjan, ben, je peux me tromper, mais je pense qu'il faut aussi qu'il y ait un communiqué qui nous explique pourquoi il est aujourd'hui, même étant en liberté provisoire. Comparaison n'est pas raison, mais j'observe qu'en France, pour des sujets aussi importants ou des faits où il y a la frénésie au niveau des médias, les procureurs viennent tenir même des conférences pour que tout le monde soit informé. Donc pourquoi est-ce que chez nous on ne le fait pas? C'est vrai que quand il y a des faits en lien avec la sûreté de l'État, en règle générale, les procureurs viennent tenir des conférences, mais il y a aussi des faits qui méritent qu'on soit informé. Merci. Plus l'information est officielle, et plus on s'éloigne des rumeurs. Dr Daouda Ouattara. Alors, moi, je voudrais tirer mon chapeau à l'endroit des magistrats de Côte d'Ivoire parce que mettre un ancien ministre du régime en place et sous le régime de ce même pouvoir-là, en prison, c'est une avancée majeure pour la justice ivoirienne. C'est une avancée majeure parce que
sous d'autres cieux, ce serait pas imaginable. Voilà. Le monsieur, il est encore au cadre du RADP. Le RADP est encore au pouvoir. Il a été ancien ministre. C'est quand même un gros calibre de son parti. Un ancien porte-parole. Un ancien porte-parole du RADP. Mais malgré ça, quand il a commis la faute, les magistrats l'ont écroué et puis ils l'ont envoyé à la PLCC. Ce qui veut dire que il y a eu une avancée majeure. Nul n'est au-dessus, n'est-ce pas, des lois. Voilà, ce qui veut dire que quel que soit ton rang, si tu fais quelque chose de pas bien ou bien quelque chose qui sort du cadre légal, tu peux aller en prison. Voilà, ce n'est pas que les 100 titres ou bien les 100 grades qui vont en prison. Tout le monde peut aller en prison. C'est ce que moi je voulais ajouter. Bien. Allez-y. Oui, ce que je voulais noter, c'est 30 que... secondes. Oui, merci. Ce que je voulais noter, c'est que le confessionnal, ce n'est pas la justice. La justice, ce n'est pas le réceptacle des pardons. La justice, il y a des faits qui sont poursuivis et pour lesquels l'institution se prononce. Quand on dit qu'il y a des pardons qui sont en souffrance, ou bien, ce n'est pas une affaire de hiérarchisation des pardons, ou bien qui vient en premier, ou bien qui vient en dernier. Non, le problème, comme je l'ai dit, quand on sait le rôle du procureur, c'est à lui d'apprécier. Et quand même vous avez fait une faute à quelqu'un, et que vous pouvez demander pardon à quelqu'un, cette personne a deux possibilités. Soit elle accepte, soit elle n'accepte pas. On ne peut pas lui en vouloir de son propre arbitre de choisir d'accepter ou bien de ne pas accepter. Voilà, donc le cas Joël Nguessan, c'est vrai, vous avez parlé de parallélisme des formes, là-dessus je souscris pleinement, mais le communiqué qui le met, par lequel l'opinion a été informée, ce n'est pas un communiqué qui émane, par exemple, du procureur de la République, c'est le procureur qui a fait sortir le communiqué, voilà, qui a dit qu'il a été mis... Voilà. Non, je parle de sa relaxe. Ah oui, non, il n'y a pas de communiqué. Voilà, c'est ça que je parle, il n'y a pas de communiqué. Non, pour ça relaxe, il n'y a pas eu de communiqué officiel du procureur indiquant les circonstances. Nous, en tant qu'opinion et citoyens, nous avons appris par voie de presse qu'il a été relaxé. Et donc, parce qu'il a demandé pardon. Non, ça, c'est ce que la presse et les médias ont dit. Mais jusqu'à preuve du contraire, comme vous l'avez dit, restons accrochés d'abord au communiqué officiel du procureur, si tant est-il que cela est en préparation. Et puis, visiblement, on pourra s'étaler. Mais tant que ce n'est pas le cas, je voudrais qu'on ait vraiment la mesure. Merci Eric Bayala. Nous allons maintenant passer au second sujet de cette émission. Il s'agit d'un communiqué d'hier, en date d'hier, de la Commission électorale indépendante sur la remise des kits de parrainage, la CEI qui avait fait des précisions à ce sujet, mais malheureusement, nous assistons à des polémiques, ou heureusement aussi. Voilà, la remise des kits à des non-inscrits, est-ce une procédure ou un manquement grave quand on voit ce communiqué de la CEI? Marcel Niawa. Ouais, bon, là, vous me donnez l'occasion de rappeler un peu le rôle de la CEI dans cette procédure concernant les élections. Dans le cadre de cette émission, j'ai découvert que par le passé, lorsque les élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur, la Cour suprême qui était le juge des élections, le ministère de l'Intérieur prenait les dossiers et les remettait à la Cour suprême qui, au finish, disait qui est candidat, qui ne l'est pas. C'est ce même schéma qui a été transféré avec la CEI. La CEI est un organe administratif. Le rôle de la CEI, c'est de recueillir les candidatures, c'est d'organiser les élections. Maintenant, s'il y a un problème juridique qui se pose, l'instance qui se prononce, c'est le Conseil constitutionnel. Mais depuis un moment, M. Kubert et ses amis, à travers leurs sorties, on a compris qu'ils étaient en même temps Conseil constitutionnel et en même temps CEI, en même temps arbitre, en même temps organisateur. Pourquoi? M. Alain Debout, qui est passé un soir sur un plateau de télévision, on ne sait pas pourquoi, parce que le peuple de Côte d'Ivoire ne l'a pas convoqué, et il a dit de façon délibérée que celui qui n'a pas son nom sur la liste électorale ne pourra pas faire le parrainage. D'accord? On a tous entendu l'information. Peut-être une erreur de sa part. Bon, pour qu'une erreur je ne justifie pas, ça peut être une erreur. Ouais, ça c'est votre appréciation. Non, pas mon appréciation. C'est une hypothèse. J'ai dit que ce jour-là, il n'a pas glissé, il est venu spécialement. Non, nous sommes d'accord avec ce que vous dites. Pour ce sont justifier pour justifier la manière dont le parrainage devait être fait. Quelque temps plus tard, on voit un communiqué, le communiqué que j'ai vu. Dans ce communiqué, j'ai retrouvé le rôle de la CEI. Mais en même temps, ce sont toutes ces sorties, à gauche, à droite,
qui n'allaient pas dans le sens de l'organisation des élections, qui ont toujours fait croire aux gens que la CEI faisait la politique et la CEI n'agissait pas là où il fallait et que la CEI allait au-delà de ses prérogatives. Bien. Si aujourd'hui la CEI a décidé de se ressaisir pour aller dans le sens de ses prérogatives, d'aller là où on l'attend, moi je pense que c'est une bonne chose. Alors, j'ai une question pour vous. Pour vous, la CEI s'est-elle ressaisie ou elle se contredit à travers ce communiqué? Mais moi, je pense que la CEI s'est remise à sa vraie place. Là où on l'attendait, là où elle devait être. Bon, la sagesse, par sagesse, peut-être elle a compris qu'elle était allée trop loin. Donc, elle est revenue à sa vraie place. Maintenant, c'est de recueillir toutes les candidatures et puis les transférer au Conseil constitutionnel. Et c'est ce qu'on lui demande. Chaque fois qu'on avance dans la procédure, il faudrait que chacun reste à sa place. Il faut que chacun garde la place que la loi lui donne. Bien, merci. Valentin Zawi, est-ce que pour vous, cette clarification de la CEI arrive trop tard ou trop tôt? Écoutez, la CEI pourrait certainement nous répondre de façon plus pertinente. Mais pardon, avec votre permission, il y a quand même un élément qui est important dans une république. Parce que j'insiste parfois là-dessus. Parce que la notion a un sens. Nous sommes une république. Et quand on parle de cohésion dans une république, ça convoque 3 éléments. Dans la république, il y a la dimension culturelle. Chacun de nous est structuré par rapport à des valeurs culturelles et ancestrales. On n'est pas les mêmes. Le deuxième niveau, c'est la dimension organique qui nous permet dans la société de nous réaliser individuellement et collectivement. Et le troisième dernier niveau, c'est la dimension structurelle. Et c'est là qu'intervient par exemple la justice, pour remettre sur le bon chemin les citoyens ou les concitoyens qui auraient fait fausse route. Mais c'est la même chose pour une institution. La CEI a été mise en place avec des missions clairement définies. Je peux me tromper, mais je n'ai jamais compris, en lisant les textes qui régissent cette structure-là, qu'elle doit jouer un rôle de juge. Ce n'est pas ce qu'on attend de la CEI. Donc, quand, et M. Niava fait bien de le rappeler, quand M. Alain Dogou, deuxième vice-président de cette institution, est sur un plateau télé et vient dire que non, nous, par rapport à telle action, on ne commerce pas avec les citoyens qui ne sont pas éligibles. Il le dit à intelligible et haute voix, 2 ou 3 fois sur un plateau télé. Mais c'est un message qu'il envoie. Et quand il parle, ce n'est pas un message d'identité personnelle. Il parle au nom de l'institution qu'il incarne. Donc, quand M. Dougou dit ça, et que quelques jours plus tard, sur le terrain, ce qui est fait est en contradiction avec le message qu'il envoie aux Ivoiriens, on a le droit de se poser des questions. Comme diraient nos parents au village, c'est des personnes qui eux-mêmes ils tapent le tam-tam et puis ils dansent en même temps. Parce que personne ne les envoie, se fourvoyer. Je pense qu'à ce moment, il faut mettre un peu de sérénité, parce qu'on en a tous besoin dans ce pays. Une structure arbitrale a besoin de donner de la confiance, aussi bien dans les protagonistes que les membres du corps social. Donc, moi, vraiment, c'est une prière, si vous me permettez, que j'adresse à la CEI, qu'elle s'accorde avant de venir parler sur la place publique. Bien. Parce qu'autrement, parfois, ça fait un peu désordre. Bien. Éric Bayala, pour certains, ce communiqué discrédite la commission électorale indépendante. Est-ce que vous partagez ce même avis? Mais absolument pas. Et je pense que la CEI, depuis qu'elle est là, est dans une démarche de sérénité, de sérénisation de tout le processus électoral. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas peut-être perçu la portée d'un message que cela nous donne le droit de jeter l'anathème sur la CEI. Oui, ceux qui ne sont pas sur la liste électorale ne seront pas candidats ou bien ne seront pas éligibles. C'est connu de tous. Le rappeler, ce n'est pas véritablement dire que la CEI fait fausse route. Parce qu'on n'a pas dit que la CEI n'est pas venue se prononcer en dernier ressort pour dire que voici celui qui est candidat ou celui qui ne l'est pas. La CEI distribue des kits à l'effet d'aller collecter les parrainages de ceux qui potentiellement disent qu'ils veulent être candidats. Et donc, mais la collecte des parrainages ne concerne que les électeurs. On est électeur que lorsqu'on est inscrit sur la liste électorale. Donc, quand on vous donne les kits, c'est suivi de conseils, c'est suivi de la méthode d'utilisation des kits pour dire, allez-y, cherchez vos parrainages, mais il faut que sur ceux qui doivent vous parrainer doivent être exclusivement inscrits sur le listing électoral. Ceux qui ne sont pas inscrits sur le listing électoral ne peuvent pas parrainer. C'est très clair. Et on sait que pour être candidat, il faut être électeur. Donc, je l'ai dit par effet de contagion à ce qu'il a dit,
Quand on n'est pas électeur, on ne peut pas être candidat. Donc le fait de l'avoir dit, ce n'est pas se substituer au Conseil constitutionnel. Bien au contraire, c'est donner suffisamment de la voix merci, Eric Bayala. pour que les uns et les autres le comprennent. Juste une précision. Oui, allez-y rapidement, Très en 15 rapidement, secondes. je voudrais rassurer M. Bayala qu'on a lu, on comprend aussi bien que lui. Ce dont il est question, c'est quand la CEI devait recevoir les coordinateurs des candidats pour les former. C'est à la veille de cela que M. Dogu a dit ce qu'il a dit, que les gens qui viendraient pour le compte d'un candidat qui n'est pas sur la liste, ils ne sont pas admis chez eux. À la fin, on a vu des candidats qu'on connaît, dont les coordinateurs étaient là-bas. Donc c'est là. Non, s'il vous plaît. C'est pas la même chose. On revient juste après la pub. Voilà, de retour de la pub, nous parlons bien sûr de la remise, des précisions de la CEI sur la remise des kits de parrainage. Avant la pub, vous aviez voulu prendre la parole, Eric Bayala. Oui, non, en fait, ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand on reçoit les coordinateurs de ceux qui potentiellement pourraient être candidats, mais il y a tout le monde. Il y a les formations de partis politiques qui viennent. Parce qu'à l'intérieur de ces partis politiques, jusqu'à présent, il y a certains qui n'ont pas encore désigné leurs candidats. Mais ce que vous êtes en train de dire est différent de ce qu'avait annoncé le représentant de la CEI. Non, laissez-moi finir. Le parrainage, ce n'est pas à l'endroit des partis politiques, c'est à l'endroit des candidats. Et donc, quand on dit, vous venez recevoir les différents kits, même certains partis politiques sont allés pour recevoir la formation. Oui. Parce que, jusqu'à preuve du contraire, celui qui doit déterminer qui est le candidat ou qui ne l'est pas, c'est le Conseil constitutionnel. Mais toujours est-il que la CEI estime que... Non, la CEI est dans son rôle. Merci, on n'a plus le temps sur le Je pense qu'à vouloir justifier l'injustifiable, qualifier l'inqualifiable, on finit toujours par excuser l'inexcusable. M. Bayala veut nous amener à excuser le rétropédalage de la CEI. Nous n'en sommes pas là. Si tant est-il qu'il y a eu rétropédalage. Il y a eu rétropédalage. Et maintenant, l'aveu que tu fais aujourd'hui, tu nous dis qu'il y a des partis politiques qui n'ont pas encore eu leur candidat. Ah donc, c'est à cause d'eux que la CEI a supprimé cette option-là, de vouloir donner des candidats, des titres à des candidats qui sont sur la liste électorale. Ah oui. On t'écoute bien, donc moi je pense que... Non mais tu écoutes, ça par contre il ne l'a pas dit. Je ne l'ai pas, oh là là, mais c'est grave. M. Bayala a dit, il y a des partis politiques qui n'ont pas encore leur candidat. Alors, est-ce à cause de cela, la CEI non, Eric Bayala, vous n'avez pas la parole. Marcelin Niawa, merci. Non, je ne parle pas finir. Un instant, s'il vous plaît. Ce que tu dis n'est pas Eric Bayala, s'il vous plaît, dites des propos donnés par des personnes sur ce plateau et non ce qu'ils n'ont pas dit. C'est qu'elles n'ont pas dit. Je suis d'accord. Donc, ce que je vais indiquer, que pour qu'on ait des élections apaisées, inclusives, transparentes, que la CEI reste dans le rôle que les textes lui donnent. Il ne faudrait plus que la CEI fasse ce que nous avons vu les jours passés à travers Alain Debout, qui est passé sur des plateaux télé et qui a donné des informations. Alain Debout est venu dire le process. Comment est-ce que les choses allaient se passer? On a tous entendu. Yeah. Ce n'est pas des conseils qu'il est venu donner, contrairement à ce que M. Bayala dit. Il n'est pas venu donner des informations. Merci. Voilà. Non, on va permettre. Dr Daouda Ouattara, vous allez réagir. Et puis, des précisions également que des candidats qui peuvent recevoir des kits, cela ne voudrait pas dire que le candidat est forcément éligible à la présidentielle. Votre réaction sur ces informations qui viseraient certains candidats comme Tidjane Thiam et Laurent Gbagbo? Effectivement. En fait, à travers ce communiqué, la CEI vient de montrer à la population ivoirienne que son rôle n'est pas bien perçu. Par qui? Par elle-même? Par la population elle-même. Ah, d'accord. Son rôle n'est pas bien perçu par la population elle-même. Donc ce communiqué vient éclaircir, n'est-ce pas, un pan de ce rôle-là que joue la CEI. Alors, même si le communiqué est un peu tardif, parce que, vous voyez, la sortie de M. Alain Debout, vous voyez ce que ça fait, vous voyez ce que ça fait sur le plateau. Mais en même temps, dans le fin fond, au fin fond du pays, il y a des Ivoiriens qui se posent la question. Est-ce que ce que M. Alain Debout a dit et ce qui a été fait, est-ce que ce n'est pas une manière de nous donner espoir? Est-ce que ce n'est pas une manière de dire que ceux qui ont été exclus par la justice sont en train d'être remis dans le jeu? Alors, ça prête à confusion. Même si ce communiqué-là est venu rectifier, mais c'est venu un peu tard. Mais on aurait voulu que ce soit fait
avant, ou bien peut-être même des mois auparavant, pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Mais bon, comme il n'est jamais tard pour bien faire, sinon, la remise de kits aux différents candidats, bon, c'est normal, puisque la CEI ne fait que remettre le matériel, reprendre ensuite, vérifier si le parrainage est atteint, procéder à la réception des candidatures proprement dit, et puis transmettre au Conseil constitutionnel. C'est au Conseil constitutionnel de dire qui peut être véritablement candidat, qui ne peut pas l'être, qui est exclu par une loi quelconque ou bien qui est exclu par une décision de justice quelconque. Alors c'est au Conseil constitutionnel de faire ce travail-là. La CEI ne joue que son rôle, faire la RLE, faire un certain nombre de choses, encadrer les élections, et puis au soir du 25 octobre, proclamer le résultat provisoire, et puis bon, le Conseil constitutionnel et les autres vont faire le travail. Sinon, pour ce qui est fait actuellement, c'est purement le rôle de la CEI. Bien, Valentin Zawi. Oui, juste rappeler, faire observer que la prise de parole publique est une responsabilité. Elle vaut pour nous, elle vaut aussi pour les membres de la CEI. Et c'est quoi je dis, il faut qu'ils s'accordent sur le message qu'ils veulent faire passer avant de venir sur les plateaux télé. Parce que moi, je n'ai pas envie de faire partie de ceux qui font de la CEI bashing, mais en même temps, il y a quand même des faits. Il faut revoir, j'invite nos concitoyens à revoir ce passage de M. Alain Dougou sur le plateau de la chaîne concurrente à la vôtre. Mais il y a eu, j'ai failli dire pire, mais il y a eu mieux. Il y a même un chroniqueur qui lui a posé de façon très claire la question. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que des partis comme le PDCI ou le PPACI, dont les leaders ne sont pas sur la liste électorale, ne pourront pas participer à cette formation? Il a répondu par l'affirmative. Donc j'invite nos concitoyens, et j'étais moi-même un peu perdu. Donc c'est de ça qu'il s'agit, ce sont nos frères, on n'est pas là pour leur jeter l'anathème. Ils agissent en notre nom. C'est l'agent du contribuable qui permet à cette institution de la République, comme toutes les autres, de fonctionner. Ils parlent en notre nom, donc il faut juste qu'ils fassent attention quand ils doivent prendre la parole sur la place publique. Vous avez maintenant la parole, Oui, mais ce que je vais dire, c'est que la CEI a enfin décidé de marcher dans les lignes qui lui étaient tracées, dans le casier qui lui était défini. Maintenant, il faut que la CEI continue dans ce sens pour pouvoir rassurer tous les acteurs et toute la population pour qu'on ait des élections justes et transparentes. Mais en même temps, la CEI donne raison aujourd'hui à l'opposition. Parce que quand certains disent qu'ils ne sont plus dans la CEI, ils sont sortis de là et la CEI les convoque, ils y vont. On comprend bien aujourd'hui que c'est en marchant qu'on améliore la démarche. La CEI s'est rendue compte qu'elle s'est trompée, elle vient d'améliorer sa démarche. Et sur beaucoup d'autres points, nous espérons que la CEI va aller dans ce sens pour qu'on ait des élections justes, transparentes, inclusives dans ce pays. Bien. Alors, allez-y, Eric Bayala. Est-ce qu'on peut aussi garantir une élection équitable avec une CEI aussi contestée par les partis d'opposition? Oh, je pense que ce n'est pas la première élection du genre que la CEI organise. Et donc, la confiance à la CEI pour bon nombre de citoyens, dont moi, elle est totale. Et je pense qu'il faut continuer de faire confiance à la CEI parce qu'aujourd'hui, si M. Nyawa dit que la CEI a revu sa démarche et que ça veut dire que quelque part, dans le tableau de bord, il y a des appels de phare qui constituent une amélioration dans laquelle il a souscrit. Et donc, cela est encouragé, mais pour dire que depuis toujours, la CEI est dans sa démarche. Ce n'est pas parce que des décisions sont prises ou bien il y a des dispositions qui ne sont pas prises et que cela ne nous agrée pas que tout de suite on peut dire que la CEI n'est pas bonne ou bien on doit pouvoir se tenir loin d'elle. Et j'aime bien cette image du président Cuibière qui dit qui, à travers des propos imagés, a dit que la CEI était un peu comme, comment on dit ça, oh là là, le sport où, prêtez-moi le mot, comme le jeu de billard, où la boule visée, sinon la boule tapée, ce n'est pas la boule visée. Et aujourd'hui, tout le monde jette son dévolu sur la CEI pour dire que la CEI a fait ceci, la CEI a fait cela. Pourtant, on sait bien que toutes les questions qui ont été posées ici, ça et là, émanent justement de la justice. Et donc, il était quand même un peu question pour ceux qui pensaient que la CEI serait vraiment cet organe qui n'inspire pas confiance, de revoir la loupe dans laquelle elle regarde le mécanisme de fonctionnement de cette CEI. Mais quoi qu'on dise, c'est grâce à cette CEI-là
que tous ces partis politiques ont des représentants, et aussi bien pour les élections locales, pour les élections législatives, c'est cette CEI-là. Quand on prononce des résultats provisoires à votre faveur, en ce moment, la CEI est délicate. On a vu ici ce qui s'est passé en ce qui concerne la commune du Plateau, où il y avait beaucoup de situations, mais quand la CEI s'est prononcée et qu'on a dit que c'était le PDCI qui avait gagné, en ce moment, la CEI est bien bonne, et dans certaines localités. Mais pourquoi est-ce que 2 poids, 2 mesures? Cette CEI qui a toujours organisé les élections, qui continue de faire confiance, c'est à cette CEI-là que les Ivoiriens font confiance, et c'est cette CEI-là qui va conduire le processus électoral. Allez-y, docteur. Alors, la question de savoir si la CEI pourrait garantir des élections crédibles, vraiment, c'est assez complexe. Parce que, bon, sérieux, parce que la CEI, dans sa composition actuelle même là, pose problème. Ce n'est pas parce que c'est, par exemple, quel que soit l'individu que vous allez déposer à la CEI, ou bien à la tête de la CEI, ou bien même si vous changez l'équipe actuelle, ça va toujours poser problème. Parce qu'à la base, ce sont les partis politiques qui sont réunis, qui ont décidé de la composition actuelle de cette CEI-là. Alors, il y a des partis politiques qui ont donné leur accord pour la composition actuelle de cette CEI-là, mais qui aujourd'hui se dédient, qui réunissent carrément sa parole. Alors, vous voyez, il faudrait que la CEI soit carrément réformée, que les partis politiques sortent de la CEI, que la CEI se retrouve peut-être, je dis bien peut-être, aux mains de la société civile ou bien aux mains des religieux, mais aux mains d'individus ou bien d'une entité qui n'a rien à voir avec la politique. Parce que... C'est toujours des Ivoiriens. Hein, non, ce sont toujours des Ivoiriens. Parce qu'à chaque fois que ce sont les partis politiques s'asseyent pour décider de la composition de la CEI, quand on arrive aux élections présidentielles, il y a certains partis politiques qui étaient signataires, qui étaient parties prenantes de la composition de cette CEI, qui viennent dire autre chose. Et à chaque fois, c'est du bis repetita, bis repetita. Alors, on n'évolue pas. Donc, il va falloir que la CEI soit réformée dans toutes ses composantes pour qu'on puisse laisser ce problème derrière nous en 2030. Non. Allez-y. Oui, non, je pense que la CEI a commencé à conduire le processus électoral. Apparemment, elle vous inspire confiance. Pleinement. Ah, il a dit, hein, oui, à suffisance. La CEI, non seulement m'inspire confiance, mais elle inspire confiance aux Ivoiriens. Certains Ivoiriens, vous voulez dire? À certains Ivoiriens. Oui, mais ce que je veux dire, toi non plus, ce que je veux dire, l'unanimité n'est pas de ce monde. Même Dieu qui a créé le monde, il se trouve des gens qui ne croient pas en Dieu. Ça, c'est vrai. Et donc, on ne peut pas venir dire que tous les Ivoiriens vont croire à la CEI, ça ferait faire la Voilà, donc ce n'est pas tous les Ivoiriens qui croient dans la CEI. Justement, voilà. Mais ceux qui aujourd'hui, qui répondent de tous les acteurs de la vie politique, font confiance à la CEI pour la simple raison que les 2 derniers rendez-vous que la CEI a convoqués, ils y se sont présentés. Actuellement, chacun a pris son kit. Ils sont donc à l'assaut des parrainages. Tout le monde y est. Ah, donc, à l'époque d'équipe, ça veut dire qu'on a confiance donc, dans la justement, CEI. parce qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas changer l'arbitre au cours du jeu. Quand Dr Daouda me dit que c'est maintenant qu'il faut réformer toute la CEI... Non, il n'a pas dit qu'à 4 mois d'élection présidentielle, il faut réformer. C'est tout comme... C'est tout comme... Si c'est à la langue, je vous le concède. Si c'est à la langue, je vous le concède. Mais ce que je veux dire, si c'est à la langue, je vous le concède. ce problème en 2030, c'est ce que j'ai dit. Merci, Eric c'est tout comme... S'il vous plaît, Eric Bala, merci. Quel lien entre le fait de retirer un kit et une certaine confiance à la commission électorale indépendante? Ah non, je réagissais au propos de M. Bayala. C'est pas parce qu'un parti politique ou un candidat... Pour lui, le fait de retirer les kits, déjà, veut dire que les partis politiques ou les candidats ont confiance en cette CEI. Non, pas forcément. Comme on l'a dit, la CEI, elle a été commise pour organiser des élections. On peut avoir un point de vue, on peut avoir des réserves, mais tant qu'on est intéressé par le processus, oui, on va répondre à l'invitation de la CEI, mais ça ne veut pas dire forcément que la personne physique ou morale qui va là-bas a forcément confiance dans la CEI. C'est 2 choses différentes, de mon point de vue. Bien, Marcel Niawa. Mais moi, je pense que cette CEI-là, le fait d'appeler tous les acteurs politiques qui sont intéressés par les élections à venir retirer les kits, ne fait pas d'elle tout de suite un organe crédible. Mais j'ose croire avec ce communiqué que peut-être M. Kubé va bientôt rencontrer la lumière sur son chemin de Damas.
pour que notre CEI soit véritablement réformé. Je ne serais pas surpris d'entendre peut-être demain qu'on dit la liste électorale sera auditée. Je ne serais pas peut-être surpris d'entendre que la CEI sera équilibré conformément à la volonté des partis de l'opposition. Je ne serai pas surpris qu'on parle demain d'une élection juste, transparente, inclusive dans ce pays pour nous éviter des élections bâclées, pour éviter la guerre à la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je voulais dire. Bien, allez-y. Oui, non, c'est que... Après Eric Bayala, vous allez prendre la parole. Je veux dire tout simplement que si c'est cette surprise que vous attendez, vous risquez de ne pas être surpris à l'idée de savoir que la liste électorale va être auditée là où nous en sommes en ce qui concerne le processus électoral. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, je dis, il risque de ne pas être surpris. Voilà, parce que, comme je l'ai dit, et puis il faut que ça s'arrête. Je pense que cette CEI telle qu'elle est, aucun parti politique ne va dire en Côte d'Ivoire que d'une manière ou d'une autre, elle n'a pas validé ou n'a pas donné sa caution pour C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Ça, c'est d'abord un. De deux, en ce qui concerne la confiance dont on parle de la CEI, qu'est-ce qu'on reproche fondamentalement à cette CEI? Qu'on reprenne... C'est un autre débat, ça. Non. Oui, parce qu'on me dit que oui, on doit reprendre la RLE. Mais non, il y a eu suffisamment de débats. La RLE a été reprise. Pardon? La composition de la CEI. En ce qui concerne la composition de la CEI, les éléments constitutifs de la CEI sont nés et ont été ajustés à partir du dialogue politique qui a permis l'entrée de certains partis politiques. Donc, au dialogue politique, ils étaient tous unanimes sur la composition de cette CEI. Donc, on ne peut pas, comme je l'ai dit, changer l'arbitre et les règles du jeu au cours du jeu. Ce n'est pas possible. Le PDCI, le PPACI n'avaient pas de représentants au cours des différents dialogues politiques. Selon leur accord, ils ont eu des représentants. Mais le refus de la RLE, c'est un changement des règles. Non, le refus de la RLE est dû aux partis politiques. Quand oui, je vous explique. C'est un aveu détail. Non, je vous explique. Parce que quand la CEI lance d'abord la RLE depuis juillet 2024 et que les principaux partis politiques estiment que c'est la période, par exemple, des vacances et qu'actuellement, ce n'est pas le temps idéal pour eux. On ramène en septembre. Ils disent que non, en septembre, c'est la rentrée scolaire. Après, ils parlent de la période qu'on appelle ça, de la saison des pluies. Mais tous ces différents reports ont eu une incidence fâcheuse sur la tenue du... C'est pas les partis politiques qui ont la décision, c'est la CEI qui a la décision. Les partis politiques n'ont pas la décision. Non, mais quand la CEI organise, Eric Bayala, quels sont ceux qui vont appeler les militants à participer? Merci Marcel. Voilà, donc aujourd'hui, là, il ne faudrait pas que les gens viennent raconter ce qu'ils... Je reviens un peu sur les propos de Marcelin Yawa. Vous savez, il faut être conséquent avec soi-même. Quand on ne reconnaît pas une institution, on ne va à aucune de ces réunions. On ne va à aucune de ces rencontres. Tout ce que cette institution fait, on ne s'y reconnaît pas. Vous pouvez faire comme, par exemple, il y a le MGC de Mme Simone qui a écrit, noir sur blanc, qu'il ne reconnaît pas la CEI. Mais vous voyez, pour, qu'on appelle ça, les différentes rencontres, ils n'y étaient pas. Ils ne sont pas partis prendre de kit de parrainage, rien du tout. Ils sont là, ils sont dans leur coin. Ils ne reconnaissent pas cette CEI-là. Elle est pourtant candidate à la présidentielle. Elle est pourtant candidate. Dire que la CEI n'est pas crédible et pas dire qu'on ne la reconnaît pas. Non. Quand vous dites qu'elle n'est pas crédible, quand les partis d'opposition, ou bien certains partis, disent que la CEI n'est pas crédible. Oui. Mais cette CEI-là est en train d'organiser des élections auxquelles vous voulez prendre part. Non, mais c'est quoi je vais te faire. Ne pas reconnaître, dire qu'elle n'est pas crédible et pas dire qu'on ne la reconnaît pas. Si vous dites qu'elle n'est pas crédible, tout ce qu'elle va faire n'est pas crédible. Oui, mais ils sont en train de travailler à ça pour qu'elle soit crédible. Pourtant, vous voulez aller aux élections que cette CEI-là est en train d'organiser. En fait, ça fait 2 poids, 2 mesures. 2 poids, 2 mesures. Alors, ce que je vais dire, c'est qu'il faudrait que certains partis politiques soient conséquents dans ce pays. Et constants. Il faudrait que quand vous prenez une position, il faudrait que cette position-là, elle soit connue de tous. Et puis bon, de la cohérence. Il faudrait que vous soyez cohérents pour ne pas induire les Ivoiriens en erreur. Voilà. Mais, si vous permettez, allez-y rapidement. Mais monsieur Daouda, docteur Daouda, moi, à ma connaissance, aucun parti de l'opposition n'a décidé de boycotter les élections de 2025. Aucun parti politique. Dès l'instant où on est dans une logique d'aller aux élections, on doit se battre
être présent là où on parle d'élection pour pouvoir modifier, pour amener les choses dans le sens où on veut. C'est en cela, j'ai dit, c'est en marchant qu'on améliore la démarche. Donc ne me disent pas que les partis d'opposition ont décidé de ne pas reconnaître la CEI. Aucun parti politique. Je te mets au défi de me donner un leader de l'opposition qui a décidé de boycotter cette CEI-là ou bien de boycotter l'élection de 2025. Quand vous dites que la CEI n'est pas crédible, ce qui veut dire que toutes les décisions que la CEI va prendre ne sont pas crédibles. Mais ils ont dit qu'ils vont se battre pour que la CEI soit crédible. Quelle que soit la décision que la CEI va prendre dans son contexte actuel, vous n'allez pas la reconnaître. Vous voyez que c'est un imbroglio que vous allez créer à chaque fois. Pas faire des suppositions, laisse-les venir. Merci, merci à vous. Malheureusement, allez-y rapidement. Oui, la CEI n'a pas de crédibilité. S'il vous plaît, dans les décisions qui sont prises, on vous a compris. Oui, Eric Bayala. rapidement, ce que je veux dire pour finir sur cette question de la crédibilité de la CEI, je pense que quand vous n'avez pas un bon commerce avec une institution, du fait que vous ne reconnaissez pas sa crédibilité, parce que quand une institution n'a pas de crédit, ça dit qu'elle a un fonds qui est vide. Moi, je préfère peut-être avoir des acquaintances amicales avec quelqu'un pour qui j'ai du respect que de ne pas avoir des rapports avec quelqu'un qui n'a pas de crédit. Donc, c'est très grave même de dire on ne reconnaît pas la crédibilité d'une institution. Dès l'instant où vous ne reconnaissez pas sa crédibilité, vous l'avez vidé de toute sa substance légitime et légale. De ce fait, vous n'avez pas le droit d'avoir un commerce quelconque avec cette institution. Et donc, c'est une marche manquée et une incohérence dans la démarche. C'est de ça qu'il s'agit. Mais moi, je Merci. pense que tes rapports personnels avec tes amis, ça n'a rien à voir avec la Bien, place maintenant au carton rouge. Voilà, nous sommes dans le carton rouge, rubrique dans laquelle nos consultants font des coups de gueule sur des sujets liés à l'actualité ou à la vie de la nation. Le premier carton rouge de cette émission avec Dr Daouda Ouattara. Bien, mon carton rouge à l'endroit d'une frange de la population ivoirienne. Cette frange qui ne s'est pas faite enrôler sur la liste électorale. Cette frange qui a décidé de rester muette. Cette frange qui ne veut pas prendre part à la décision, à l'une des décisions les plus importantes de la vie de son pays, ces 5 années à venir. Alors, carton rouge à cette frange de la population. Bien, Marcel Niawa, carton rouge. Carton rouge au ministère de l'Éducation nationale. Hier, c'était le résultat du bac, le dernier examen à grand tirage du secondaire. 60% d'échecs. Ça a été un choc. Hier, avant ça, c'était le BEPC, 50% du taux d'échec. Je pense qu'il faut que l'éducation nationale, le gouvernement, reprennent les choses en main pour pouvoir donner un bon niveau à nos enfants, pour que les parents aussi qui souffrent, qui mettent tant d'argent dans la scolarisation de leurs enfants, ils puissent avoir un bon résultat. Donc, il faudrait qu'à la rentrée prochaine, on s'approprie toutes les questions posées par les enseignants, qu'on s'asseye pour discuter avec les enseignants, pour qu'en fin d'année, on puisse avoir au moins plus de 80% de taux de réussite en Côte d'Ivoire aux examens. Eric Bayala, carton rouge. Mon carton rouge, c'est à l'endroit de tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux. Et je pense que c'est vraiment déplorable de voir un certain nombre de comportements sur les réseaux sociaux. Parce que ce que certains oublient, c'est que Facebook et autres n'oublient jamais. Quand vous posez un acte ou bien vous avez une inconduite sur un réseau social, mais c'est jusqu'à la fin des temps. Tout dernièrement, on a vu quelqu'un qui s'est illustré de la plus mauvaise des manières à travers une publication vraiment qui fait outrage au président de la République, mais avec des mots durs, acerbes et qu'on ne peut vraiment pas accepter, qui choquent la conscience collective. Et je pense qu'il a été mis aux arrêts, mais quand vous regardez ce pourquoi il a été arrêté, on a bien peur. Malgré les appels, les différents communiqués, la sensibilisation, je pense qu'on n'a pas encore cette éducation de l'utilisation des réseaux sociaux. C'est un appel que je lance à l'endroit de tout le monde, de faire attention à ce qu'on y met et à ce qu'on y écrit. Valentin Zawi, carton rouge. Oui, alors, Eric, mais je vais quand même, parce que j'avais prévu en parler, mais vraiment, par rapport à la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité, elle dit une chose que j'aime bien. La liberté d'expression s'arrête là où commence la menace, la violence et la division. Je pense que oui, l'espace numérique
n'est pas déconnecté de la vie de tous les jours. Donc il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit sur ces réseaux sociaux parce que effectivement, ça peut nous mener en prison. Et puis très rapidement, à votre permission, j'avais un deuxième carton rouge, mais vraiment interpeller tous ceux de nos concitoyens, tous ceux de nos concitoyens qui lient la variable région, ethnie ou tribu à l'appartenance à un parti politique. Je pense qu'en 2025, il faut qu'on en sorte. On adhère un parti politique par rapport à ces idiots, non pas parce qu'on est de la même région ou de la même religion que le leader. Vraiment, il faut qu'on sorte de tout ça. Merci beaucoup. Bien, merci à vous. Et moi, je ferai un carton rouge au nom de la rédaction de Reflet TV à tous ces partis politiques que nous invitons pour participer au débat. Cette semaine, plusieurs partis politiques ont été invités à des débats politiques, malheureusement, n'ont pas répondu à ces invitations. Carton rouge à vous. Place maintenant au chiffre du jour. Nous sommes dans le chiffre du jour et le chiffre du jour, c'est 1,8 million. C'est la production de cacao attendue en Côte d'Ivoire pour la campagne 2024-2025. Un record qui profite pleinement de la hausse des prix avec un impact direct sur les revenus de près de 6 millions de personnes dans cette culture. Réaction là-dessus, Dr Daouda Ouattara. Comme 1,8 million de... Oui, c'est 1,8 million, c'est la production de cacao attendue pour la période. 1,8 million de tonnes de cacao attendu en 2025, c'est ça? Pour la campagne 2024-2025. D'accord. Alors, c'est bien, c'est une bonne projection. C'est une bonne projection, d'autant plus que la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao. Et en plus de ça, nous venons de construire l'une des grandes usines de transformation de cacao au monde. Transcao, si le nom exact est Transcao. Alors, c'est bien, c'est un bon arrêté fixé. Alors, il faut dire qu'il est temps que ce cacao-là serve à la population ivoirienne. Il est temps que le cacao prenne une plus-value avant de quitter la Côte d'Ivoire. Parce que figurez-vous que pour 1 kg de cacao payé à 2000 francs ou bien 1500 en Côte d'Ivoire, arriver quelque part en Suisse ou bien en France ou bien aux États-Unis, peut-être ce même kilogramme-là peut valoir 25 000, 50 000, etc. après transformation. Alors pourquoi ne pas transformer ce produit-là ici et pour que ça donne un peu une plus-value à ce produit et aider encore plus notre économie, aider les producteurs et aider la population en général. Bien. Valentin, vous avez une réaction? Écoutez, quand on parle du cacao, moi, à titre personnel, ça me fait rappeler ce que mon défunt père a fait, parce qu'il était à la Satmassi, qui est donc l'ancêtre de l'Anader, donc ça me parle personnellement. C'est bien qu'on produit, ça fait 65 ans que la Côte d'Ivoire indépendante produit, on est premier mondialement. Comme Dr Ouattara l'a dit, ce serait aussi bien qu'on réfléchisse, je pense que le gouvernement y réfléchit, mais ce serait bien qu'on soit dans une dynamique de transformation pour qu'il y ait une plus-value. Parce que nos parents, les braves paysans, comme on l'aime les appeler, ils sont toujours dans les conditions précaires. Il faudra qu'on arrive à un stade où ce cacao-là puisse vraiment profiter à ces personnes-là qui, tous les jours, travaillent de façon assez difficilement dans nos champs. Bien, Marcel Niawa, 1,8 million, c'est la production de cacao attendue en Côte d'Ivoire, 2024-2025. Production, mais ça, c'est une très bonne annonce. Mais je souhaiterais qu'ici, en Côte d'Ivoire, le paysan ivoirien bénéficie véritablement du fruit de son travail. C'est pourquoi je vais appeler le gouvernement à augmenter le prix du cacao du paysan pour qu'il puisse suffisamment se prendre en charge. Je ne peux pas comprendre ailleurs que le prix du cacao soit au-dessus de 2 000, 3 000 francs et en Côte d'Ivoire, on soit encore au niveau des 2 000 francs. Je pense que c'est trop bas. Il faut que le gouvernement ivoirien travaille à ce que le prix du cacao soit relevé pour que le producteur ivoirien puisse se prendre véritablement en charge. Bien. Eric Bayala, pour terminer. Mais je pense que ce sont des efforts à saluer parce que quand on sait que nos vergers sont suffisamment vétustes et à côté de cela, il y a la maladie de Schoelen-Schut qui attaque effectivement le verger ivoirien et toute la côte tropicale de la cacao-culture et qu'on a cette projection-là, je pense que c'est à l'avantage donc du gouvernement. Et je voudrais saluer avec déférence M. le ministre d'État Adjoumani qui conduit cette politique et grâce à qui aujourd'hui à travers les systèmes de distribution des intrants aux planteurs
et puis des différents accompagnements, cette projection a pu être réelle. Aujourd'hui, nous sommes à 2250 francs le prix du kilogramme Bosch. Je pense que c'est un record jamais inégalé. On tend encore à augmenter ce prix-là pour le bonheur des Ivoiriens. Il y a la transformation parce que la richesse se trouve au bout de la transformation. Après les usines de San Pedro, il y a celle d'Anyama qui vient de s'ouvrir. Il y en a d'autres encore sur le magistère du président Alassane Ouattara. Je pense que quand on a parlé d'économistes, d'hommes de vision, ce sont les preuves. Merci à vous, chers consultants. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous demain et jeudi pour d'autres numéros d'Entre-deux News. Chers téléspectateurs, désormais retrouvez Reflet TV sur le numéro 337 sur le bouquet Canal+, et 437 sur le bouquet Free. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Comme toujours, bonsoir.